on passe au Focus Pulps, le premier Focus Pulps de 2025. Alors, ce sera on a déjà eu des Focus Pulps pour les sorties de début d'année 2025, mais forcément avec les sollicitations, c'est toujours 3 mois avant. Donc, celui qu'on enregistre pour démarrer cette année 2025 avec notre partenaire Pulps, ce sera des titres qui arrivent au mois de mars. Et pour une fois, Corentin, on va vous mettre un titre Marvel dans cette sélection. Vous savez que Marvel, on a un peu du mal quand même avec pas mal de leurs choix éditoriaux, parce que c'est très souvent lié à des events ou vraiment à des choses qui sont très liées aux sorties ciné ou télévision. Donc souvent l'ambition scénaristique ou artistique, on a un peu du mal quand même à percevoir, ou parfois même un event qui part d'une bonne idée, en fait est gangrené par ses nombreux tie-ins et ce genre de choses-là. Donc, bon. Et particulièrement en 2025, en plus, avec un petit événement qui va prendre beaucoup de place. Ouais, mais, étonnamment, cette série-là n'est pas liée. Voilà. Alors, quelle est cette série? C'est The Thing. Donc, une nouvelle série, qui n'est pas liée justement à One World Under Doom. Pour ça, il y aura la série Fantastic Four qui sera touchée fortement. Mais donc là, on reprend une série en solo pour Ben Grimm, Corentin. Et ce qui nous intéresse, au-delà du personnage, c'est aussi l'équipe créative et notamment son auteur. Oui, absolument, tout à fait. C'est Tony Flix donc au scénario et Leonard Kirk au dessin. Au dessin. Alors Tony Flix, on l'a découvert, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un des artistes, des créateurs que nous on pousse un peu parce qu'il a travaillé sur le projet Stray Dogs notamment et sa suite plus ou moins Feral. Feral, ouais. Voilà. Le polar animalier. Mais les deux sont des polars animaliers effectivement, avec une façon assez intéressante de composer l'équilibre entre justement un truc qui paraît très grand public et très doux et très inspiré par les œuvres de chez Disney et quelque part un objet beaucoup plus sombre qui ressemble plus à du Hannibal Lecter ou à du thriller vraiment noir, on va dire. Et de l'autre côté, Leonard Kirk, donc qui est un grand nom de l'industrie, qui a travaillé sur Planet Hulk, sur Sabretooth et qui aussi était déjà l'artiste du volume de James Robinson sur les FF à l'époque de All New Marvel en 2014, quand justement les Fantastic Four voyageaient à travers le multivers en famille. Et c'est vrai que c'est un volume qui a été un peu passé sous les radars parce que c'était pas la meilleure période pour les FF. On se rappelle que il y a eu le sombre effort de films fantastique et le fait que Marvel s'est un peu désintéressé de la franchise jusqu'à Dan Slott, jusqu'à aujourd'hui, même maintenant, avec le volume de Ryan North. C'est ça, parce qu'en fait, c'est le volume qui s'est terminé en 2015, très peu de temps au final, il a fait 12 numéros, après la sortie du film. Et après, oui, il y a une période de 3 ans, en fait, où les Fantastic Four n'avaient pas, et quelque part, ça avait le relancement des Fantastic Four en comics, ça avait précédé de peu l'annonce du rachat, au final de la Fox, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que depuis, on a eu plus d'amplitude accordée à l'équipe. Là, la série, elle tombe pas par hasard, d'ailleurs, puisque c'est l'année des FF, chez Marvel. On va en bouffer, attendez-vous-y. On parlait de l'événement, justement, en l'occurrence, One World Under Doom, donc, où le Docteur Doom devient la principale force de contrôle de puissance et d'opposition dans l'univers Marvel. Mais cette série-là n'a pas de lien direct avec l'intrigue de ce truc-là. C'est vraiment juste un projet sur The Thing. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir suivi le Marvel des 2 dernières années parce que Marvel a besoin aussi de produits accessibles, pour, quand le film sortira et que les gens voudront redécouvrir les FF. Donc, en l'occurrence, c'est The Thing qui va mener une enquête à Yancey Street, donc le quartier dont il est originaire, et qui est très inspiré par l'endroit où a grandi Jack Kirby lui-même, et qui découvre en fait qu'il y a un complot qui est à l'œuvre avec une conspiration, sombre machination, et que les gens qui sont responsables de ça vont lui mettre une prime sur sa tête et que tous les tueurs de New York veulent le zigouiller, donc le Taskmaster, Bullseye et compagnie. Donc déjà on est content de voir Bullseye en général. On est content de voir The Thing parce que c'est vrai que ça fait un petit bail qu'il a pas eu d'aventure vraiment en solo. Chez Ryan North, il a une petite partie en solo avec Alicia, mais là c'est vraiment un retour au classique avec justement cette patte graphique assez intemporelle de Leonard Kirk. Pour un personnage que tout le monde aime bien, j'ai l'impression, et c'est vrai que pendant cette période de jachère pour les FF, on était un peu triste parce que nous, on a toujours aimé les Fantastic Four. Tout le monde nous a dit c'est poussiéreux, c'est rétro, ça n'intéresse pas les gens, c'est des personnages qui manquent de relief, etc., etc. Et au final, on arrive un peu à la fin de cette logique, j'ai l'impression, parce que d'un côté avec Superman, d'un côté avec les FF, les gens ont besoin, probablement comme tu disais, parce que le temps est un peu compliqué, l'actualité politique, sociale ou artistique un peu préoccupante. Les gens ont besoin de revenir un peu justement aux bonnes vieilles valeurs de bienveillance, de sympathie, de couleur aussi. C'est un projet qui a l'air justement assez coloré, assez léger. Et de ce point de vue-là, moi c'est vrai que ça me fait très plaisir parce que entre ça justement et d'ailleurs pareillement le volume de Dawn of Superman qui a été réalisé récemment par Williamson,
je trouve que les comics commencent un peu à arriver au bout de leur espèce de période sombre et un peu cynique, nihiliste et de la fausse réinvention systématique. Et ça me fait bien plaisir, ma foi. Très bien. Et du côté de DC, parce que si on prend un Marvel, il faut bien compenser avec l'autre côté de la force. Et du côté de DC, il y a pas mal de choses qui vont se passer aussi en 2025, notamment les nouveaux titres Absolute, parce qu'on a eu donc le lancement avec Absolute Batman, Superman et Wonder Woman. La Trinité, que vous avez sûrement peut-être déjà découverte et qui arrivera évidemment en VF chez Urban Comics l'année prochaine. On n'a pas encore les dates précises, mais j'imagine que vu qu'ils ont annoncé leur programme jusqu'en mars, ce sera plutôt pour le printemps, peut-être mai, juin, quelque chose comme ça. De toute façon, en mars, en VO, ces séries-là, on seront à leur 5e ou 6e numéro. Donc, voilà. Ouais, donc peut-être pas tout de suite, en fait. Effectivement, ce sera peut-être plus pour la rentrée d'ailleurs, du coup je sais pas. De toute façon on verra bien, mais en tout cas du côté de la VO il y aura des lancements de nouvelles séries au mois de mars avec Flash par Jeff Lemire, avec Green Lantern par Ali Wing et Martian Manhunter par Dennis Camp. Autant vous dire qu'on a envie de tous vous les conseiller, mais on en prend un peut-être qui aura peut-être besoin d'un peu plus de boost. Alors là vous dites ah oui le Martian Manhunter, et non, même pas forcément. Regardez comment on renverse tous les pronostics. Bam. Non, Absolute Green Lantern, on a décidé de prendre le Absolute Green Lantern parce que Ali Wing qui débarque chez alors je sais plus si c'est son tout premier travaux. Je crois que chez DC, peut-être pas, mais en tout cas son premier travaux de grande ampleur chez DC. Et Ali Wing, ça fait quand même quelques années qu'on vous dit beaucoup de bien de lui parce qu'il a fait beaucoup de bien à Marvel en fait. Voilà, Immortal Thor, c'est toujours très chouette. Les Defenders qui étaient dans la sélection des First Print Awards, il me semble. Ouais. Immortal Hulk aussi. Immortal Hulk, petit projet de maigre importance. Ouais, non mais Immortal Hulk, ça a quand même été un run fondamental de ces dernières années et ça fait partie des grands runs modernes sur le personnage. Non, et même sur les X-Men, on disait la X-Men Red et tout, qui avait aussi été en sélection pour la série de super-héros, que c'était très chouette. Enfin, tout le travail de Halloween sur les X-Men était quand même un truc qui, en tant que tel, était super quali au sein de toute la période Krakoa. Donc, forcément, quand il arrive chez DC pour faire du cosmique, mais avec une réinterprétation en fait des Green Lantern, on a envie de s'y intéresser. Ce sera dessiné par Janoy Lindsay qu'on a vu sur la mini-série Superboy The Man of Tomorrow et alors c'est vrai que le pitch, le synopsis est très concis puisque c'est une Green Lantern, mais il y a pas de Green Lantern Corps, il y a pas de bague de volonté. Donc faut voir comment ça fonctionne, mais il faut savoir, faut se rappeler que le principe de l'univers Absolute, c'est que on a un univers dans lequel en fait on retrouve des personnages, mais en fait sans certains fondamentaux. Ouais. C'est-à-dire que c'est presque une volonté d'aller à l'essentiel de ce que sont ces personnages sans les apparats. C'est-à-dire que Bruce Wayne n'a pas de manoir, il a pas d'argent, il a pas ce genre de choses-là. Superman, il a pas quoi. Il a pas grandi avec les parents Wayne, les parents Kent, pardon, excusez-moi. A priori, c'est du spoiler du coup, mais il a débarqué sur Terre longtemps après avoir déjà été élevé sur Krypton par ses deux parents classiques. Et aussi Lois Lane et travaille pour les méchants. Voilà, et Wonder Woman, elle a pas Themyscira, elle a pas sa mère, elle a été élevée par Cersei sur une île et elle a appris la sorcellerie. Voilà, donc voilà, c'est vraiment on reprend donc là aussi pareil, on va se dire vous allez avoir droit à une Green Lantern en l'occurrence, mais qui a pas forcément de bague de volonté et en tout cas sur lequel il y a pas de Green Lantern Corps pour la former. Donc comment ça fonctionne dans cet univers? C'est tout l'intérêt d'aller découvrir ça, puisque tout le principe de Absolute, c'est quand même d'avoir, au-delà de cette accessibilité qui est pensée pour les nouveaux lecteurs, mais c'est aussi que pour les vieux briscards que nous sommes et que vous êtes peut-être, vous qui nous écoutez, c'est de se dire, vous connaissez déjà Green Lantern, vous avez déjà, vous avez lu Geoff Johns, donc c'est vrai que maintenant, vous emmerdez un petit peu parce que Geoff Johns a tout fait. C'est bien en ce moment ce qui se passe sur les lanternes. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est un peu moins bien que Geoff Jones, évidemment, parce que c'est compliqué de topper le maître. C'est compliqué de faire, ouais. Non, l'intérêt, surtout, c'est que pour l'instant, les séries absolutes, au-delà de côté réinvention, ont vraiment pour mission, voire pour consigne, je pense, de prendre à défaut, en fait, les pensifs d'usage. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir déjà le corps et le serment, du coup. Non, mais au-delà de ça, du coup, de pas avoir un héros, Babtou, hétérosexuel, machin, etc., dans le rôle principal, parce que c'est vrai que les Green Lantern, au départ, après la période du Golden Age, ça reste quand même Hal Jordan. Et ensuite, dans un second temps, c'est John Stewart. Là, dans le présent politique, en plus actuel, ça a un sens de prendre ce revers-là à défaut en allant directement vers après, il y avait Joe Mullane qui avait déjà été faite il y a pas si longtemps. Oui, mais là, c'est la première, a priori, Green Lantern du nouvel univers. Tu vois, c'est symboliquement, alors qu'a priori,
Flash sera quand même Barry Allen. Wonder Woman. Oui, c'est-à-dire que là-dedans, il n'y a pas de Hal Jordan, il n'y a pas de John Stewart et tout ça. Alors qu'a priori, tous les héros de l'univers absolu jusqu'ici sont quand même les héros classiques, mais réinventés. Là, c'est vraiment une version différente. Enfin, c'est vraiment une nouvelle héroïne, qui effectivement ne part pas de rien, mais dans un monde où on ne sait pas exactement ce qui va être fait de la mythologie de Oa, ce qui va être fait des Yellow Lanterns, des Red Lanterns. C'est quand même une tapisserie qui a beaucoup évolué en seulement 25 ans. Les Green Lanterns, au départ, on se rappelle, c'est juste des mecs qui combattent les Yellow Lanterns, et où il y a principalement Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart et quelques autres comme Kyle Rayner et tout. Finalement, ensuite, Jones arrive, nous dit il y a plein de bagues de couleurs différentes. Il y a les White Lanterns, il y a les Black Lanterns. Après, finalement, on nous dit que c'est encore plus compliqué que ça, qu'on peut aller encore plus loin avec le spectre ultraviolet, etc. Finalement, là, on en est à un stade où vraiment c'est devenu de la guerre cosmique de très grande ampleur. Donc un peu d'assainissement, une façon justement de prendre tout ça à revers et de dire on va aller à une nouvelle saga de science-fiction vraiment ambitieuse, vraiment généreuse. Quand on connaît Ewing, on sait que c'est pas un mec qui fait les choses en petit format. Hein. Pareillement, Immortal Thor, c'était une grande réinvention de plein de trucs qu'on pensait savoir sur le Hulk et puis je n'ai juste repensé qu'en termes de cosmique, il y avait We Only Find Them When They're Dead, qui était aussi très très ambitieux. Tout à fait, ouais. Donc là, effectivement, c'est un gros point d'interrogation parce qu'on n'a pas le synopsis. Et au global, sur les 3 projets qui sont prévus au mois de mars, tous les 3 au mois de mars, avec une couverture variante en Connecting Covers de Raphaël Bouquerque. C'est probablement le projet qui passe pour le plus ambitieux parce qu'on n'a pas encore vu beaucoup Ewing. Je crois même qu'on l'a pas vu du tout. Ewing chez DC. Avec une vraie liberté de création. Et quand on voit les séries comme Absolute, Batman ou Wonder Woman, on sent quand même que les scénaristes ont une vraie liberté de création, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, attention, je vais énerver personne, mais de l'univers Ultimate, où on sent quand même la capitainerie Hickman avec le grand plan, et on va en parler dans une actualité tout à l'heure, le grand plan avec crossover, etc. Là, pour l'instant, les séries absolutes sont vraiment laissées en autopilote, et on voit bien, par exemple, que quand Snyder arrive sur Batman, il peut vraiment faire ce qu'il veut, sans forcément avoir le plan de bataille en tête. Il nous faut une crisis dans 2 ans, etc. Très bien, Corentin, merci beaucoup. Et donc, pour le 3e titre de ce Focus Pulps, on va du côté de l'indé. Et si vous aimez les comics d'horreur, alors c'est vrai qu'il y en a pas mal dans la proposition actuelle, mais justement, ce sera peut-être un titre qui se dégagera du lot. En tout cas, c'est pas une anthologie déjà, donc ça c'est bien. Ça change aussi. C'est chez Image Comics, ça s'appelle You'll Do Bad Things, Corentin. Oui, je veux bien l'équipe créative, s'il te plaît, mon bon Arnaud Kikou, car j'ai écrit cet article, mais je ne me souviens plus de tous les détails. Pas de souci, c'est Tyler Boss et Adriano Turtulici. Ouais, qui est un débutant apparemment, artiste romain. Donc pas au sens où il a un gars sur la tête et un pilum, mais c'est un mec qui vient de Rome, de la ville de Rome. Et c'est intéressant parce que justement, c'est une BD qui prend comme référent essentiel Stephen King. On va en parler quand je vais développer le pitch. Et le cinéma italien des années 70-80, ou plutôt 60-70, qu'on appelle le Giallo. Donc le Giallo, c'est une école de cinéma d'horreur considérée comme étant particulièrement esthétique, aussi un peu violente et un peu sexy, qui a beaucoup été développée par le travail de Mario Bava et Dario Argento, évidemment, qui a inspiré le genre du slasher par la suite, dans son côté un peu exubérant, un peu racoleur aussi, et assez étouffant. C'est des films qui sont souvent considérés comme assez surréalistes, pas dans ce qu'ils racontent, mais vraiment dans la façon dont les couleurs, l'atmosphère, le montage sont présentés. C'est vrai que les films de Argento, au-delà de leur scénario eux-mêmes, dégage un narratif qui est vraiment juste sur la mise en scène, sur l'usage du sang, sur l'usage du montage, sur le côté un peu écrasant et cauchemar éveillé de certains de ces projets. Des couleurs sursaturées aussi, et qui sont magnifiques. Pour le coup, Giallo, ça sent que Giallo, ça veut dire jaune. Exactement, tout à fait, en référence à une ligne de roman, je crois, qui a été éditée par Mondadori à l'époque, et qui justement racontait un peu des récits pareillement racoleurs et un peu rentre dedans. C'était du roman de gare, quoi, grosso modo. Mais pour éviter la parenthèse bibliographique, là, l'histoire, en fait, c'est que c'est un écrivain qui a, en fait, fait fortune et acquis un statut important dans les cercles littéraires en écrivant un bouquin de true crime. C'est-à-dire vraiment une histoire sur un vrai criminel qui s'est vraiment produite. Et 10 ans plus tard, il a vécu toute sa vie avec ce succès-là. Il décide d'essayer de se remettre à écrire, mais ce coup-ci de la fiction. Et il se trouve, en fait, qu'il a envie d'écrire une histoire joyeuse, mais que ses doigts, guidés un peu par une inspiration malsaine et folle, n'arrivent pas à écrire des histoires qui terminent bien. C'est-à-dire que ses héros se font forcément massacrer à la fin de l'histoire, à son corps défendant. Et c'est pire quand il réalise que les personnages qu'il a inventés et les crimes qui se sont produits existent dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est vraiment en train d'arriver autour de lui. Donc vraiment un pitch très Stephen King, dans l'idée, le rapport auteur-fiction, le rapport comment le crime influence le crime, ou plutôt comment la violence influence la violence, qu'on pourrait effectivement rapprocher d'autres trucs. Alors lui, il parle de cimetière, c'est pas forcément
le plus évident qu'on pourrait citer. Bah, Carrie plutôt, non. Pas Carrie, putain, qu'est-ce que je raconte? Avec le mec qui est séquestré par son... Par sa fan numéro 1, là. Ouais, tout à fait. Oui, il y a ça. Misery, pardon. Il y a aussi un film qui avait été fait avec Johnny Depp, où c'est un écrivain qui se retranche dans une petite ville américaine et qui bute sa femme, qui a un truc qui avait beaucoup inspiré le jeu Alan Wake, d'ailleurs. Peu importe. Le fait est que... je vois complètement en plus le visuel de la fille, j'aurais plus le nom. Oui, mais c'est vrai qu'Alan Wake, en plus, c'était très Stephen King aussi dans le texte. Exactement. Là, on a des covers. Ah bah oui, carrément. Là, on a des covers qui font vraiment giallo. Ah oui, mais même la mise en couleur des pages, génial, c'est pareil, couleur très vive. Ça évoque complètement cette saturation de la colorimétrie. Ouais, exactement. Quoi. Alors les premières planches font un peu d'ailleurs Love Everlasting, jusqu'au moment où ça commence à défourailler. Là, ça défouraille. Donc un petit plaisir assez universel, je pense, c'est que quand on aime l'horreur, on aime bien le giallo parce que c'est un peu une des sources fondamentales de plaisir vraiment esthétique. Avec un auteur qui est pas mauvais, hein, Tyler Boss, il a quand même fait pas mal de projets qui étaient assez intéressants, et l'objectif de juste faire une petite histoire d'horreur pour se faire plaisir, avec cette consigne dans, comment dire, j'en fais un truc agréable à l'œil, voilà, c'est bizarre à dire pour une série d'horreur, mais la BD c'est aussi joli, et la BD d'horreur c'est souvent assez expérimental et amusant. Donc voilà un petit projet indé qui surnage tout ce qui a été fait, annoncé chez Image récemment. Il y a eu beaucoup d'annonces, ouais. Voilà, il y a eu la suite de Bitterroot, il y a eu une anthologie pour Dennis Camp, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été annoncés, mais celui-là a l'air plus accessible et aussi nous ressemble plus, je pense. Donc après la sortie de Jaune en français aussi, et nous on a beaucoup bouffé de comics d'horreur en préparant en Jaune d'ailleurs, il y a peut-être des trucs qui vont être faits par rapport à ça sur le site, on verra. Mais dans l'intervalle, voilà, une petite BD sympathique et qui nous rappelle quand même que justement on aimerait bien avoir davantage de films dans ce style-là au présent aussi. De films, de giallo. T'aimerais plus de... Ah ouais. Moi, je regrette un petit peu l'aura contemporaine, justement, qui est peut-être me ressemble moins, ou au moins ce côté un peu funky qu'on avait avant. Quoi. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc c'en est tout pour ce Focus Pulps, mais c'est déjà bien. The Thing, Absolute Green Lantern et You'll Do Bad Things, qui sont donc nos recommandations de lecture chez Pulps, que vous pouvez avoir à prix de lancement. Les liens sont dans la description de ce podcast.